Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Aujourd'hui à l'émission Les dessous de l'immobilier en Estrie, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jean-François Tremblay, fondateur de l'Institut québécois du logement. Et sans plus tarder, nous recevons M. Guillaume Brien à Vision Action Sherbrooke, nouveau candidat à la mairie. Bonjour Guillaume, comment ça va? Bien, ça va très bien, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté. En fait, on sait que vous êtes des gens très occupés. Puis là, en fait, vous êtes vraiment à une période charnière là, à préparer votre campagne. En fait, la campagne politique, électorale, les questions, les interrogations et tout ça. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Bien, c'est extraordinaire d'abord, ouais. Très enthousiasmant. Ouais. Je vois vraiment que c'est énormément de travail. Ouais. J'avais longuement réfléchi à ce que je m'y lance ou pas. Hein? Ça faisait même plusieurs années que j'y pensais. Mais je me disais, quand je vais faire le saut en politique, parce que je suis pas un politicien de carrière, là. Je suis un gars de terrain qui a fait beaucoup de projets avec beaucoup de gens à travers les 25 dernières années, je me suis dit, quand je fais ce saut-là, je vais avoir quelque chose à apporter. Là. Je vais vraiment faire une différence. Puis la différence, pas comme personne tout seul, mais vraiment collectivement faire une différence. Parce que vous avez vraiment démarré un parti politique. Bien, je mets tout de suite une nuance. C'est pas moi qui l'ai parti. OK. Puis ça m'a séduit, même ce côté-là. OK. C'est des gens ensemble qui ont dit, on veut faire quelque chose pour Sherbrooke. Ouais. On veut ramener Sherbrooke comme le leader qu'on a déjà connu puis qu'on a déjà vu. À plein de niveaux, là, développement économique, environnement, etc. Puis, ils se sont mis ensemble, ont été plusieurs fondateurs, fondatrices. Ils ont mis, écoute, des mois de travail là-dessus. Il n'y avait pas de chef, là. C'était pas un parti autour d'un chef. C'était vraiment des citoyens ouais. de toutes les couleurs politiques ouais. qui se sont mis ensemble. Puis là, on fait ça pour Sherbrooke. Alors, intéressant. Oui, ils ont officiellement lancé le parti en avril 2024. OK. Moi, j'étais en réflexion pendant mes vacances à l'été 2024, puis je les ai rencontrés même au printemps, au lancement. Il y avait un 5 à 7, j'y étais, j'ai regardé ça, puis je voyais les gens dans la salle, j'étais là, wow! Des gens que j'ai souvent vus au fil des années s'opposer, ouais. parce qu'un était fédéraliste, souverainiste, ou d'autres au niveau des couleurs d'une part ou d'une autre. Puis là, je les voyais dans la même salle, puis ils disaient tous d'une même voix, on est ici pour Sherbrooke, puis son nom. Là, ça, Premier contact intéressant. Guillaume Brien, candidat à la mairie. En fait, évidemment, dans une mission qui parle d'immobilier, ça va être le sujet de notre discussion aujourd'hui. Guillaume, on est quand même dans une situation où la ville de Sherbrooke et ses régions, on est victime un peu de notre popularité, de l'intérêt. On a beaucoup de migration interrégionale. Ça a apporté une pression sur le parc immobilier. On a aussi l'immigration. On est aussi quand même dans un secteur où l'université, un centre universitaire très fort, le CHU, un employeur, beaucoup de nouveaux emplois et tout ça. Ça a créé une pression, une augmentation des prix de loyer, du prix moyen de l'immobilier. Ton parcours, en fait, actuel, parce que tu es très impliqué au niveau des coopératives d'habitation. C'est bien ça? Depuis combien d'années que tu es impliqué? Cet été, ça va faire 26 ans. 26 ans que tu baignes dans l'immobilier. Oui, exact. Parce que tu dis coop, mais on a fait des OBNL, des coops, toutes sortes de projets. Le mot coop, là, c'est beaucoup l'approche ou l'entreprise, mais quand on construit des projets, là, la brique, la pierre, le bois, c'est la même chose, peu importe le type de... Puis en fait, c'est un peu méconnu du public. Là. Ouais. Concrètement, là, Guillaume, vous faites quoi? Oui, bien, ça part de l'idée que les gens qui habitent à un endroit peuvent être bien placés pour en faire la gestion, pour s'en occuper. Là, vous allez me dire, ouais, mais tout le monde ne connaît pas l'immobilier. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut apprendre aux gens à connaître, à repérer les signes sur l'immobilier, à savoir s'en occuper, à faire venir les bons professionnels au bon moment, que ce soit au niveau de l'immobilier, des finances aussi, gérer ses finances? On voit plein de formations de gens, monsieur, madame, tout le monde, qui disent hey, « moi, je veux me lancer dans l'immobilier. » Bien, ils se font former, puis après, sur ce même principe-là, pour des ménages à faible ou modeste revenus, pardon, on s'est dit, on va faire la même chose, on va les former, puis ils vont pouvoir gérer leur milieu de vie, l'endroit qu'ils habitent. Bien, on s'est rendu compte qu'ils en prennent soin. Ces bâtiments-là durent plus longtemps. Ils vont faire plus d'entretien préventif. Financièrement, ils vont être capables, au fil d'après 20-30 ans. Notre plus vieille coop là, va fêter ses 50 ans au Québec cette année.
et ils réalisent que leurs bâtiments sont restés de haute qualité à prix très abordable. Fait que là, on dit, OK, le fait qu'ils aient pris ça eux-mêmes en charge, ça fonctionne. Puis on l'a démontré. Pour ma part, j'ai pas été là 50 ans. Non, je comprends. Mais la moitié de ce temps-là, j'ai pu apprécier ça. Les gens sont capables de prendre en charge leur milieu de vie, de s'en occuper, puis de bien le faire vieillir. Si on parle d'abordabilité, ça voudrait-tu dire, en fait, que c'est possible que on puisse avoir du logement abordable sans nécessairement avoir des subventions, des paliers de gouvernement fédéral, provinciaux ou municipaux? Oui. Bien, plaçons un peu les gens qui nous écoutent, là, mais la question est excellente, là, dans le fond. Est-ce qu'on peut construire puis que ça coûte aux gens qui vont y vivre moins cher sans subvention? La réponse, c'est non. Okay. Est-ce qu'on peut construire pour faire des logements? Oui. Puis toutes sortes d'unités d'habitation. Mais si on veut aussi qu'en bout de ligne, que ça soit vraiment moins cher pour les personnes qui vont y vivre, bien, ça prend une aide financière. Et le gouvernement du Québec a dit, c'est moi qui est responsable. Okay. J'ai besoin de l'argent du fédéral, puis j'ai besoin d'une aide du municipal. Puis, dans mon cas, j'ai pu accompagner plein de projets, plein de groupes de gens qui sont pris en charge, qui ont eu une aide au départ. Mais ces projets-là, 10, 15, 20, 25 ans, parce que j'y étais aussi plus tard, tabarnouche, ils sont restés nettement en bas du prix du marché. Puis les gens qui sont là, prennent, déterminent le coût d'augmentation qui va suffire pour leur réserve, pour prévoir les travaux à venir, puis pour aussi couvrir l'ensemble de leurs dépenses. Donc, est-ce qu'on peut construire, quand je vais faire un projet de 24, que ce soit pour des gens... logements. Oui, 24 logements. Que ce soit pour des gens... quand c'est pour quelqu'un qui le fait pour le marché, il se dit, je vais vouloir avoir couvrir l'ensemble de mes dépenses puis sortir mon profit de ça. Dans le cas des projets auxquels j'ai participé, le 24 logements, il se construit dans les mêmes normes d'habitation. On a même rajouté, le gouvernement nous a dit, je vous rajoute des normes parce qu'avec l'argent que je mets là, c'est notre argent comme contribuable, on veut en faire le maximum possible. Donc, il a réduit un peu les chambres. Il a fixé vraiment un certain nombre de critères, autant pour l'occupation que pour la sécurité. Puis, avec les exigences qu'il a faites, ce qu'on sait, c'est qu'il faut couvrir l'ensemble des dépenses, mais il n'y a pas de profit de ces projets-là. C'est ça, c'est tout sans but lucratif, ce qu'on appelle hors marché. Ce qui vient faire toute la différence. C'est sûr que ça vient jouer, mais après ça, on laisse pas aller ces projets-là. Il existe des regroupements pour les coops, pour les OBNL. OBNL, c'est des organismes à but non lucratif ou sans but lucratif, dans le fond, où on a un conseil d'administration qui va gérer pour les gens qui y habitent. Et Guillaume, en fait, on parle de tout ça, là, puis évidemment, ce qui crée l'augmentation des prix, évidemment, c'est peut-être un déséquilibre entre l'offre et la demande. Maintenant, la solution, c'est définitivement de construire, mais en nombre vraiment incroyable, parce que même si la ville de Sherbrooke, l'année dernière, a battu des records de nombre d'unités en construction, on est loin des cibles suggérées par la SCHL pour créer un équilibre. Et là, dans le fond, on parle aujourd'hui d'élections municipales qui s'en vient, des budgets qui sont serrés, on a le moratoire sur la construction, on a en fait aussi le plan nature. C'est quand même des enjeux importants. Il va y avoir quand même des décisions, des choix à faire importants. Oui. Au fil des années, j'ai contribué à beaucoup d'innovations, à peu près une dizaine, dont plus de la moitié se développe maintenant, était dans la région ici, puis là, se développe à travers tout le Québec. Puis à chaque fois, une des clés, c'était d'abord de savoir que tout ça ne peut pas porter sur une personne. Mon but, c'est de devenir maire, mais une des choses qui va être claire, c'est que moi, je rassemble les forces. On ne peut pas dire, « Hey, Guillaume va nous régler tous les problèmes. » Ça se peut pas, là. Fait que ça, c'est la première chose. Puis à chaque fois qu'on mobilisait les gens, une fois qu'on les a mobilisés, puis on les a autour de la table, quel objectif on se donne? Puis là, tout le monde ensemble, là, qu'est-ce que vous pouvez apporter? C'est quoi vos forces? Puis là, on s'en va vers l'objectif. Allons-y sur l'immobilier. À Sherbrooke, il faut au moins, pour les 8 prochaines années, créer 20 000 unités. Hey, c'est incroyable. C'est pour 20 000 unités. Puis là, je dis unité, c'est pas juste du logement, là, toute unité confondue. Donc, il faut densifier. L'idée, c'est pas de doubler la superficie de Sherbrooke. Il faut densifier. Donc, il faut trouver des moyens de faciliter la densification. Ça fait plusieurs fois que j'essaie toutes sortes de projets. C'est pas si simple que ça. Non. Pour toutes sortes de raisons, puis on pourra y revenir. Pour augmenter la densification, là, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on est quand même dans une situation où personne ne veut ça dans sa cour. Là. Donc, c'est-tu de limiter, dans le fond, le citoyen à dire, moi, je veux pas ça dans ma cour? Y a-t-il des étapes qu'on va devoir éliminer pour que la ville
impose des politiques pour arriver à solutionner la crise du logement? Mais le gouvernement du Québec a donné des pouvoirs supplémentaires aux villes. Oui. Là, les villes se retrouvent avec ces pouvoirs-là, puis tu sais, par quel bout on prend ça? Voilà. Puis eux-mêmes, la plupart des élus n'ont pas vécu des projets immobiliers, toutes les étapes, tout ce que ça inclut, mais tout ce que ça apporte aussi aux citoyens. Fait que c'est dur de dire à la personne, ben tu vas perdre ci ou ça, mais voici ce qu'on va gagner. Quand tu ne l'as pas vécu, que tu ne l'as pas accompagné, c'est difficile à amener comme point. Je reviens à mon exemple où on est tout autour de la table. J'ai les fonctionnaires, les élus, les citoyens, le privé. Tout ce monde-là, là, actuellement, a des idées. Ouais. On réfléchit. Parce que Sherbrooke est très, très active. Là. On a beaucoup de créatifs. Ouais. Puis, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de porteurs de projets qui sont prêts à dire, moi, je peux en faire 500. On est trop créatif et on n'est pas assez axé sur le résultat. Non, tous les développeurs vont te le dire. J'ai essayé plusieurs projets, puis c'est le parcours du combattant. Oui, hein, c'est ça. Mais, sauf que ce que j'ai vu au fil du temps, quand on fait des projets pilotes, souvent, on assouplit un certain nombre de choses. Ou quand on a des crises, puis on doit atteindre des objectifs, là, il faut se dire, OK, il faut essayer de faire ça différemment. Fait qu'on le fait. J'ai été à des rencontres au niveau du Canada, parce que le Canada, c'est 3,5 millions de nouvelles unités qu'il faudrait faire en quelques années. La pression est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est vrai pour le Canada. Exact. Pour le Québec, on parle entre 20 et 25 % de cette portion-là. Puis nous, en Estrie, ben, on est entre 5 et 10 %. Bon. Ça veut dire plusieurs milliers, des dizaines de milliers. Donc, je reviens à mon exemple sur le 20 000. Ben, si on met tout le monde autour de la table et on dit, OK, chacun, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Quelles sont vos forces? Ben, on s'en va vers ça, puis on y va. Puis oui, là, il y a un certain nombre de choses à assouplir. Tu parlais tantôt, est-ce que la ville a un rôle à jouer? Absolument. Ouais. Guillaume Brien, on va prendre une pause, le temps, pause publicitaire. Plein de questions qui me viennent à la tête, puis on va prendre du temps pour regarder certaines pistes de solutions, s'il veut bien. Avec plaisir. On se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 107.7 Estrie. Nous sommes de retour avec M. Guillaume Brien de Vision Action, candidat à la mairie de Sherbrooke pour 2025. Merci encore, Guillaume, d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. On est quand même tôt dans la campagne électorale. En fait, on parle évidemment d'immobilier à cette émission-là. On parle de crise du logement, abordabilité. On disait d'entrée de jeu qu'il y avait quand même un besoin important. Rappelle-moi le chiffre. Combien d'unités de logement on va avoir besoin dans les prochaines années? 20 000 au moins sur 8 ans. C'est énorme. Ouais. En fait, on s'imagine que c'est simple, mais ça amène beaucoup d'enjeux. Ça va prendre des investissements privés importants. Puis plus précisément, tu peux figurer là, qu'en moyenne, là, il y a eu une grosse année là, dans les dernières années, mais en moyenne, on réalise à peu près 1500 nouvelles unités par année. Oui. Toutes confondues, là, des maisons, des logements, etc. Il faudrait idéalement être à 2500. OK. Puis sur ces 2500-là, il faudrait qu'au moins il y en ait 500 qui soient du logement social et communautaire. OK. Des coops et des OBNL. Puis, ben, c'est ça qu'on est en train de travailler sur les stratégies, les moyens pour y arriver. Puis, comme je fais ça depuis 25 ans, c'est sûr que sur cette question-là, ça roule, ça va bien. Là, on réfléchit fort, puis on a hâte de travailler avec tous les acteurs. Donc, quand on parle d'acteurs là, au niveau politique, ça va aussi probablement passer par travailler avec les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, la haute direction. Comment tu vois ça, Guillaume? Ben, c'est sûr que je m'inscris comme le futur maire du logement au Québec. OK. Puis bien humblement, là, avec l'expérience que j'ai puis toutes les innovations auxquelles j'ai participé, ça va être aidant pour les prochaines années. J'ai déjà rencontré plusieurs maires et mairesses pour en parler. Oui. Certains conseillers, conseillères. J'ai été dans les dernières années souvent invité dans les villes. J'ai été d'ailleurs très enchanté il y a quelques années d'être invité à Montréal. J'avais une partie du groupe, là, ils sont plus d'une centaine de spécialistes en habitation. C'est assez extraordinaire, là, ça cogite beaucoup parce qu'ils ont des enjeux importants à Montréal. Et ils m'ont invité pour amener justement à expliquer quelle innovation on avait faite qui peuvent justement changer l'avenir du Québec puis de l'immobilier. Fait que c'était très intéressant. J'ai été invité sur des comités de travail à Gatineau et à Trois-Rivières, dans différentes villes, justement pour amener des pistes. Tu parlais des fonctionnaires. Je pense que c'est important de reconnaître qu'actuellement, il y a des tensions importantes entre les conseillers, entre des conseillers, des fonctionnaires. Je te dirais de façon générale. Là, pas mal l'enjeu numéro 1, selon moi. Ben, c'est un enjeu important, c'est sûr. Mais de façon générale, pour travailler avec les groupes, des dynamiques de groupe depuis des années, dans notre société, depuis la COVID, il y a une espèce de colère puis de réaction. Là. Je dirais qu'on est dans un certain choc encore. Là.
suis pas spécialiste dans ça. Mais je suis heureux que moi, ma force, ça soit d'être capable de reconnaître les forces chez les gens autour puis de les mettre en commun. Parce qu'on en a besoin. Puis l'harmonie se retrouve quand on se donne une vision commune. Donc oui, il y a une élection. Oui, actuellement, nous, on travaille en partie parce que les enjeux sont tellement importants. J'ai du monde actuellement qui mettent plusieurs heures semaine pour trouver des nouvelles pistes, des nouvelles idées, pour contacter des partenaires, des leaders sur toutes sortes de sujets qui relèvent de la ville. Pour qu'on soit capable d'amener des nouvelles pistes. Là. On ne peut pas faire comme on faisait avant en pensant que ça va fonctionner cette fois-ci. Là. Si on parle de gouvernance municipale, dans le fond, il y a eu transformation de 26 comités en 6 commissions, en fait, qui sont dirigées par le parti au pouvoir actuellement. As-tu une opinion à donner là-dessus? Oui, ben oui. Écoute, moi, je trouve important, parce que j'ai siégé, entre autres, à un moment donné, sur un des comités là, qui était là, puis je leur amenais beaucoup d'informations de première ligne. Puis, ils ont mis fin à ce comité-là en se disant, on va travailler plus ça entre nous. OK. Là, je dis, ben, tu sais, c'est de la démocratie, c'est vos pouvoirs, tu sais, vous prenez vos décisions, mais moi, je trouve que c'est pas gagnant que de se retourner plus sur nous-mêmes. On regarde un peu ailleurs qu'est-ce qui se fait, puis on prend juste nos décisions entre nous. Actuellement, les solutions passent par le travail ensemble. Puis quand je dis que je m'inscris comme le maire du logement, c'est parce que c'est pas une joke, là. Si on met pas en branle rapidement des nouvelles mesures, dans les prochaines années, ça va faire x2, x3, x10 le problème. On le voit par rapport à l'itinérance, on le voit par rapport à des gens. Il y a des gens qui viennent nous voir là, en pleurant, je ne trouve pas de logement. Tu sais, quand même, quand on parle de crise de logement, en fait, faut pas sous-estimer le mot, la crise du logement. Exact. Puis tu sais, aujourd'hui, Guillaume, on se parle, puis j'entends que il y a plusieurs acteurs importants. On veut pas froisser qui que ce soit. Mais, tu sais, on regarde, là, moi, à l'émission, j'ai invité beaucoup de promoteurs, les gens de la construction. Tout le monde est unanime pour dire, honnêtement, à Sherbrooke, ça fonctionne pas. Ça fonctionne tout simplement pas. On regarde Magog actuellement. Les gens sont beaucoup plus favorables à la façon dont sont accueillis pour développer. Ils se sentent pas comme étant un peu des ennemis à travers tout ça. Je pense qu'il va falloir démanteler un peu pour dire, revenir à la base pour dire, faut juste offrir un service puis encourager la construction. Parce qu'au final, excuse-moi, je t'interromps, mais au final, là, le développement économique, là, ça l'enrichit, c'est une source de revenus qui est quand même importante. On a un beau défi, mais en réalité, si on a plus d'habitants, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle pour une ville d'augmenter sa population. Fait que je pense qu'il faut voir ça d'un bon œil. Oui. Je vais faire une image. Ouais. J'aime bien les images. Là. On suit beaucoup le hockey actuellement. Hein. Les Canadiens nous impressionnent. Ouais. Puis, ce qu'on écoute, là, comme les commentateurs et les pros là-dedans, là, ce que j'écoutais dans les derniers jours, c'est que c'est une équipe qui est complète et variée. C'est-à-dire qu'on a les forces partout où on en a besoin, puis on mise sur ces forces-là. Donc, si je regarde notre ville, si, admettons, là, dans notre ville, il y a une certaine culture de goalers, c'est-à-dire que au niveau du gardien de but, là, on a des Patrick Roy, là, ça arrête toutes les potes. C'est bon, mais ça fait pas qu'on réussit comme équipe. Ça nous prend des forces aussi ailleurs. Donc là, tu es en train de dire qu'on a des bons goalers. On a des excellents goalers. À la ville. À la ville de Sherbrooke, Oui. je peux le dire. Puis les gens, il y a une culture où on a valorisé ça. Puis les gens font ce qu'on leur demande de faire. Là. Ils travaillent fort, là, les fonctionnaires à la ville. En même temps, face à la crise, il faut aussi être capable de scorer. Il faut compter des buts, il faut en marquer, puis ça nous prend des marqueurs. Puis ça, ben, c'est dans la culture, pas dire au monde, vous êtes pas bon. Tu sais, c'est pas qu'à Magog ou dans d'autres villes, ils travaillent plus fort qu'à Sherbrooke. C'est pas ça, la vraie vie. Là. C'est qu'on a mis en place des cultures et des façons de faire, puis il y a des choses qu'on a à se regarder, puis à dire, ben, il y a des choses qu'il faut qu'on change. Puis ça tombe bien. Moi, Parce qu'on doit changer. Ben, parce que on doit changer. Oui. Actuellement, tu as des promoteurs qui vont dans une ville, pas besoin d'en nommer, mais je veux dire, ils se font dire comment je peux t'aider. Puis je vais t'accompagner pour faciliter ton parcours. OK? Puis à Sherbrooke, moi, mon vécu à moi, ça a été on veut que ton projet réussisse. On va t'aider, mais on va surtout te dire partout où ça rentre pas dans les cases. Puis on va respecter l'ensemble des règles, etc. Fait que ça, c'est parfait. Il faut respecter les règlements. Mais on est en transition. La Ville a amené plein de nouveaux règlements en développement. Tu parlais du plan nature et il y a plein d'autres plans du genre qui sont en train de se mettre sur pied. Ça amène des entre-deux. Tu avais des règles, puis tu en as des nouvelles qui s'en viennent. Tu te retrouves entre deux règles. Quelles on applique? Celle qu'on avait, qui est claire,
ou celle qui s'en vient. Alors c'en est un parmi des dizaines d'enjeux que j'ai vécu pendant des années. Et je peux te dire qu'il y en a des pistes, là. Tout ça, là, on est capable de travailler là-dessus. Mais il faut s'écouter. Puis en même temps, j'imagine, prochain maire au pouvoir va quand même avoir à vivre avec les décisions qui ont été prises lors du dernier et l'avant-dernier mandat, parce que c'est souvent des décisions de longue haleine. On va devoir quand même vivre avec des conséquences négatives ou positives de ces choix-là. Alors, c'est sûr que ça change pas, là. Tout ça tourne pas sur un dissous, là, comme on le dit, là. Pas, mieux des affaires, souvent, on doit s'ajuster. L'immobilier a tellement évolué rapidement dans les dernières années. Donc, c'est un défi quand même, là, toute cette grosse machine-là, de s'adapter aussi, hein. Oui, tout à fait. Puis, il faut être conscient que ça nous prend des équipes en recherche et développement. Ouais. On a à innover. Ouais. Puis, on est bon là-dedans. On a des gens qui ont des idées ici. Ce qui est le fun, là, c'est comme je suis connu à travers le Québec, ben, les gens de cégep ou d'autres universités ou des chercheurs m'appellent et disent, ben, si tu deviens le maire à Sherbrooke, on aimerait ça qu'il y ait certains projets qu'on puisse dire, ben, on viendrait à Sherbrooke. Pourquoi? Parce que tu connais l'immobilier, puis ça nous intéresse que tant qu'à mettre de l'énergie pour essayer d'innover pour notre Québec, ben, faisons-le avec une ville qui a un leader qui connaît ça. Guillaume Brien, quel legs t'aimerais laisser au terme de ton mandat à la mairie? Ben, c'est plein de choses. En fait, le fait de voir que ça peut pas tenir une ville sur une personne. Ouais. Donc ça veut dire c'est des équipes, c'est des gens, une harmonie retrouvée. Pour moi, les partis là, c'est tellement quand on se donne un objectif commun là, la démocratie, c'est ça. Tu veux te présenter indépendant ou comme parti, ok, il y en a pas de problème. Ben, après, on travaille ensemble. Là. On l'a eu dur dans les dernières années. Mais pour moi, le changement ne veut pas dire un manque d'harmonie. Okay. On travaille actuellement sur l'expérience Sherbrooke. C'est-à-dire que si moi, je paye des taxes depuis 40 ans, puis là, j'ai besoin de ma ville, là, même si c'est un sujet qui n'est pas facile ou une situation difficile que je vis ou problématique, peu importe, quand j'appelle la ville, je veux une expérience avec ma ville intéressante, même si les sujets sont pas faciles. Fait que pour moi, de vraiment passer là, à une relation entre moi comme individu ou le groupe auquel j'appartiens et la ville, là, ça, c'est important de travailler ça parce que c'est la clé de ce qui s'en vient. Qu'on ait réglé la crise du logement, j'ai travaillé fort au début des années 2000 pour régler la crise qu'on vivait du logement, puis on est passé au travers à ce moment-là, en bonne partie. On avait retrouvé des ratios idéaux, puis un peu un logement presque pour tous. On n'avait pas tout réglé, bien sûr. Lever le moratoire, ça, on a vécu ça il n'y a pas longtemps. Là. Ça, c'est de penser que, je sais pas moi, je suis dans ma maison, ça coule dans ma fondation, puis de penser que c'est pas grave, là, je m'en occuperai. On s'en occupera plus tard. Faut planifier. Oui, ben il faut le planifier, puis il faut le faire, puis le mettre en branle. Fait que donc, lever le moratoire, régler la crise du logement, que Sherbrooke devienne le leader qui a été, qui peut devenir aussi. On a vraiment la grandeur de ville, puis le monde dynamique ici, en développement économique, en culture, en environnement. On a de quoi pour être en avant. Puis en plus, on est une ville populaire. Exact. En demande. Guillaume Brien, Vision Action, va te souhaiter la meilleure des chances pour cette campagne électorale. Toi et tous tes candidats. Vous êtes combien de candidats? Ben, en tout et partout, écoute, il y a le poste de la mairie, 14 districts, puis 2 d'arrondissement, donc 17 personnes. Le recrutement va bien. Fait que ça, on s'approche. Ben, on va te souhaiter en fait la meilleure des chances, puis je te souhaite un bel avant-midi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie avec Jean-François Bérubé. Alors aujourd'hui, nous avons M. Jean-François Tremblay, on pourrait l'appeler un visionnaire en immobilier, fondateur de l'Institut québécois du logement. Bonjour Jean-François, comment ça va? Salut Jeff, merci de l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. Écoute, on te voit un peu partout. Je sais que tu es un gars très actif. Pour ceux qui suivent aussi les podcasts, là, on t'a vu quand même sur différentes plateformes. J'avais envie aujourd'hui qu'on parle d'abordabilité. En fait, je sais que tu as plusieurs parcours, j'oserais dire, même un peu éclectique dans ta façon de faire. Hein? J'aime le mot éclectique, ça me décrit bien l'éclecticité. J'aime le terme, je vais aller l'utiliser. En fait, fondateur de l'Institut québécois du logement, c'est quoi exactement? Ben en fait, nous, on a identifié depuis 2021 des problématiques au niveau des gens qui investissent dans l'immobilier.
hein, on a vu un déficit de connaissances. Oui. Et au moment qu'on se parle, il faut comprendre qu'il y a une crise qui surgit en abordabilité. Oui. Principalement, c'est-à-dire que les gens ne trouvent pas de loyer assez pas cher finalement pour se loger à la hauteur de leur capacité. Puis nous, on s'est dit, ben écoute, il existe des outils, il existe des connaissances, il existe des façons de faire qui, présentement, sur le marché, ne sont pas démontrées, enseignées, propagées, appelle ça comme ça. Puis moi, je viens du milieu des flips. Hein. Ouais. Donc, il n'y a pas d'école de la vie. Ben, écoute, il y a plusieurs écoles de la vie, j'imagine, mais il n'y en avait pas qui se concentraient là-dessus. Puis moi, initialement, j'étais dans le flip, j'avais Flip Academy. J'avais pas vraiment idée ou vision de faire ça. Puis un jour, j'ai décidé d'arrêter les flips puis de me concentrer sur la construction de logements. Et par le même fait, étant donné qu'on était déjà là-dedans, on s'est dit, ben on va continuer à enseigner ça, cette matière-là, parce qu'on enseignait déjà à des milliers de personnes. Puis on s'est dit, ben le flip, là, c'est de la création, finalement. Ouais. Fait que comment qu'on peut faire aujourd'hui pour aider à la crise du logement? C'est probablement arrêter d'enseigner le flip. Ouais. Donc, ça va être un bon départ. Puis le deuxième bon départ, ça serait de commencer à enseigner comment faire pour créer des logements qui vont être abordables, comment travailler avec les villes, comment travailler avec les communautés, comment créer des milieux de vie, comment faire pour laisser une trace positive. Milieu de vie, c'est toujours ce qui revient actuellement. Hein? Oui, c'est un terme qui est le deuxième terme après l'abordabilité. Là. On entend beaucoup l'abordabilité, puis après ça, survient social et milieu de vie. Ça, c'est les trois buzzwords là, qui tournent alentour. Fait que oui, effectivement, on enseigne ça. Comment on fait? Est-ce que pour toi, de démarrer avec des flips a été une façon d'obtenir une liquidité suffisante pour commencer à faire des projets? Écoute, on a des partenaires. Ça a été certainement une école, pour moi, les flips, d'apprentissage élevé, parce que tu es tout le temps dans une contrainte de ne pas travailler avec une banque. Tu es tout le temps dans une contrainte de devoir refaire un emplacement, un milieu de vie avec un budget limité. Parce que comparé au multilogement, tu ne peux pas te reprendre dans le temps avec la capitalisation liquidée. Ouais. Tu sais qu'il faut que tu le vendes dans tant de temps. Fait que tu sais ton montant que tu vas sortir. Il y a quelqu'un qui dit, le marché, soit dit en passant, il dit, ben ça va valoir 300 000. Ouais. Si tu fais ça. Fait qu'il y a un budget limité. C'est une école qui est bonne parce que tu dois te réinventer et trouver des astuces pour que ça coûte moins cher. Jean-François, je t'écoute. Puis, en fait, quand on entend les jeunes, parce qu'on voit que l'immobilier est quand même un sujet d'actualité, là, c'est la jeune génération. Ouais. Là, les gens disent, je veux investir en immobilier. C'est là qu'on réalise qu'il y a 1000 façons d'investir. Hein? Tout à fait. Et en fait, est-ce qu'on peut dire que l'immobilier, c'est une game de financement? C'est 100% de game de financement. Oui, c'est ça. Hein? Que tu sois dans un flip ou dans le multilogement, si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de projet. Ouais. Fait que à the end of the day, il faut que tu sois capable de travailler avec des banquiers, il faut que tu sois capable de travailler avec des investisseurs, il faut que tu sois capable de travailler avec tes sous-traitants, il faut que tu sois capable de travailler avec la communauté, les villes, les gens alentours qui sont capables de fonder tes projets. Là. La gestion des locataires. Les locataires, il y a toute une notion administrative qui... La plus grosse erreur, je pense, qui est arrivée dans les 25 dernières années au Québec, c'est celle de ne pas administrer les immeubles comme il faut. On l'a vu, le gouvernement du Québec est venu intervenir au niveau des syndicats de copropriété en disant « Wow, minute, ça suffit, là. » Le monde siphonnait les comptes de prévoyance, le monde se ramassait avec des unités de condos qu'il y avait plus, il fallait faire des travaux majeurs, enveloppe du bâtiment, toiture, fenêtre, puis il n'y a plus une scène dans le compte. Là. Ouais. Et je crois que cette même intervention-là, sans vouloir que le gouvernement soit un gouvernement interventionniste, doit légiférer sur comment qu'on administre nos immeubles. Ouais. Parce que s'il y a des immeubles en décrépitude, là, c'est pas la faute à personne d'autre que la personne qui a laissé ça aller. Exactement. Fait qu'on se retrouve, puis prenez l'exemple à Sherbrooke, là, il y a des immeubles qui sont en lambeaux, qui sont laissés là, que les propriétaires siphonnent les revenus dedans, dans le but de s'en mettre plus dans les poches. Ce que ça crée, c'est que les gens habitent dans des endroits insalubres, et après ça, vont être rentrés dans le marché spéculatif à des gens qui vont vouloir monter revenus, rénover l'immeuble, ce qui est un move intelligent, parce qu'on ne peut pas laisser l'immeuble dans cet état-là. Le problème, c'est que la personne qui a été louée ce loyer-là initialement, elle avait le budget pour louer ça. C'était le montant d'argent. Problématique, c'est pas l'optimisation de l'immeuble. La problématique, c'est la quantité de logements disponibles abordables. C'est là que c'est. Comment on fait pour augmenter le nombre de logements abordables? Bien, premièrement, il y a un effet assez simple à comprendre, OK? J'ai une Tesla en ce moment, OK? J'ai peu de preneurs si je veux la vendre. Ouais. Fait que le prix, il baisse.
Ouais. OK? Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup sur le marché à vendre. Ouais. Bon, ben, demain matin, si on arrive en pointant des typologies typiques, des 3,5, des 5,5, puis qu'on favorise et on donne une rapidité d'exécution dans ces formats-là. Donc, d'augmenter la construction. Et de beaucoup. Quasiment inonder le marché. Ben, tu vas, les prix vont s'ajouter parce qu'à un moment donné, il va y avoir de la compétition. Ça, c'est la première façon. Puis le danger qui est imminent, c'est que à chaque 4 ans, on a un revirement de situation au niveau politique. Oui, tu as raison. Principalement au niveau politique municipal. On l'a vu, je ne veux pas faire de politique ici, mais à Sherbrooke, ça a été rough là, dans les dernières années. Là. Ça l'est encore. Ça l'est ça a été très rough. Ouais. Fait que, puis ça, ce que ça crée comme climat, c'est un climat d'incertitude au niveau des investisseurs. Si moi, j'avais une scène à mettre, je la mettrais pas à Sherbrooke. Ouais. J'attendrais de voir si c'est quoi qui va se passer. Ouais. Ça va être quoi les nouvelles moutures, qui va être là. Puis encore une fois, ça va être stable. On va-tu avoir accès à quelqu'un qui va être capable de faire plusieurs mandats, donc un continuum de projets. Ça, c'est la première affaire qu'il faudrait aider, c'est d'être capable d'avoir une forme de continuum. Parce que nouvelle administration, nouvelle idéologie, nouvelle façon de penser, nouveaux règlements. Il y a du monde qui se sont ramassés à Sherbrooke en investissant là, avec des logements qui ne peuvent plus développer parce qu'il y a moratoire. Exact. Plan nature. Ouais. Les gens... Puis on comprend qu'à quelque part... C'est très important. Oui, et en même temps, on pense qu'il y a toujours une bonne volonté politique derrière chaque décision. Je suis convaincu que c'est le manque de planification et l'amateurisme qui est dangereux. Je veux dire, je le dis ici, puis sans contrainte, là, c'est ça la problématique. Ouais. On comprend qu'en 2025, il faut penser en termes de durabilité, de protection de nos actifs forestiers. Ouais. Ça, on le comprend là. Ouais. Ça, c'est correct. Le problème, c'est le côté, je me suis fait hijacker en achetant un terrain, puis que là, je ne peux plus le développer. Exact. Puis entre les deux, ça crée une morosité, un sinistre envers les élus, bien que la frappe était bonne, elle était mal ciblée. Ouais. Puis l'autre enjeu... C'est les effets collatéraux de tout ça. C'est comme une surprise, c'est l'effet de surprise. On l'a vu dans le moratoire à Sherbrooke, où que là, le milieu s'est mobilisé, dit Chris, vous le saviez-vous? Ouais. Il y a quelque chose de prévisible là-dedans. Là. Je veux dire, il y a des compteurs d'eau, il y a des machines qui savent, là, on est capable de faire des calculs. Où c'est vous étiez? Ouais. Quand il y a 4 ans, on a fait une transaction, on a acheté cet immeuble-là, on a été voir au service des infrastructures, on pouvait mettre un immeuble là, on ne peut plus le faire. Ouais. Le gars qui a 1 million de jamais là, il aurait peut-être acheté à côté ou qu'il pouvait lever. Ouais. Fait que je pense qu'une des façons... Parce que ça, en fait, le retard de développement contribue à la hausse des prix. Donc, en fait, c'est l'impact inverse de la volonté politique. Il y a 2 aspects au niveau municipal qui nuisent. Un, le manque de vigueur. Hein? Ouais. C'est pas très rapide. Le marché, il n'y a pas de turnover. Tu peux prendre... je vais donner un exemple parce que là, j'ai rendu avec mon permis, mais avant, je ne pouvais pas en parler. Fait que, sur le plateau Mont-Royal, ça m'a pris 3 ans avoir un permis de rénovation. Incroyable. Tu comprends-tu? Pourtant, à Montréal, on entend une mairesse se battre la gueule partout en disant ça prend du logement, on va vous aider, ça prend du logement. Hey, tabarnak, 3 ans. Ouais. Je sais pas, là. Ouais. Je dis tout, je dis rien. Je pourrais mon tabarnak au montage, mais c'est long en salle, 3 ans, là. T'sais, je me laisse aller parce qu'on est en différé. Genre, tu mets une pièce là-dedans, t'attends 3 ans. Il y a une crise. Là. C'est comme si dans la pandémie, on aurait attendu après le Purel puis les masques pendant 3 ans. Il y aurait une crise de gang, c'est mort. Mais Jean-François, là, l'enjeu en ce moment, là, c'est qu'on parle de ça. Là. Nous, la population nous écoute. Là, c'est pas dans ma cour, c'est pas dans ma cour. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on a une pénurie de logements. Ça prend de la construction. Il y a un coût à cette construction-là. Tout délai qui excède, en fait, puis on a combiné ça avec les dernières hausses de taux. Le taux d'intérêt était quand même un enjeu important. Définitivement. Comment on fait à ce moment-là pour rendre les logements abordables lorsqu'on a vraiment des roches en engrenage un peu partout? Là? Il faut qu'on facilite. Il faut qu'il y ait des bureaux de projet. Ouais. Il faut qu'on facilite. Il faut qu'on donne des outils. Prenons l'exemple de Victoriaville, qui a été un exemple à suivre. Ils ont pris leur territoire. Ils ont dit là, vous pouvez bâtir. Ouais. Après ça, Granby est arrivé en disant maintenant, si vous voulez bâtir, là, au lieu que vous faites un plan à 100 000, revenez avec un plan à 2 000, revenez avec un plan à... Gars, c'est fini. Ouais. Voici un guide. Ça, c'est comme ça que nous, on veut que ça soit. Ouais. Comme ça, il n'y en a pas de back and forth. Ouais. Fait que c'est vite, c'est direct, je sais qu'est-ce que tu veux, je l'embarque, je le fais. Donc, c'est un peu des faciles ardoises de recommencer avec une approche de ça. Puis en même temps, on regarde, quand j'ai commencé, moi, à mon jeune âge, on avait des travaux permanents, en fait. Donc, les villes développaient les rues, transféraient les infrastructures aux citoyens pour
sur une base annuelle, sur un règlement d'emprunt sur 20 ans. Et là, on se ramasse dans une situation où là, les villes ont reporté ou transféré la totalité de la charge aux promoteurs, aux développeurs. Donc, on se trouve finalement avec des entreprises privées qui sont mieux organisées en urbanisme que notre propre municipalité. Ça, c'est clair. Puis je vais faire un petit bout sur les infrastructures parce que c'est clairement que c'est de la bonne gestion que d'investir dans ces infrastructures. Mais Christ, que c'est pas sexy. Ouais. Demain matin, être capable d'enfouir 15, 20, 30 millions dans le sol ou faire un stade de soccer, tu vas te pitcher sur le stade de soccer parce que ça va te faire gagner l'élection. Ouais. Là où ce que les gens ont rendu avec un problème, c'est que là, on paye pour les autres conseils en arrière qui n'ont pas investi parce qu'ils ont investi dans des choses qui étaient visibles, qui donnaient des votes immédiatement. Puis on est rendu avec des infras qui ne marchent plus. Fait que là, on n'a plus de logement qui peut se bâtir parce qu'on n'a pas d'eau puis on n'a pas de traitement de caca. Fait qu'on n'a pas mis notre argent à bonne place quand c'était le temps de le faire. Alors, finalement, on parle d'abordabilité, toutes ces complexités. Jean-François Tremblay, je vais te couper quelques instants, le temps d'une pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants. Parfait. Merci. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Nous sommes de retour avec M. Jean-François Tremblay, comme j'aime l'appeler, le visionnaire fondateur de l'Institut québécois de logement. Merci Jean-François encore une fois. Je te trouve un terme. Il faudrait qu'on dise c'est le René Angélil de l'immobilier dans l'Estrie. Ça devrait être ça son surnom. Si moi je suis un visionnaire de l'immobilier, c'est René qui était assis en face de moi. C'est évident. Mais... Merci JF. Merci. On parle d'abordabilité, sujet très d'actualité avec l'inflation et tout ça. Jean-François, actuellement, tu as une centaine de logements en production, c'est ça? Oui, exactement. Vous êtes quelques partenaires? Ben, en fait, moi et mon partenaire Patrice Daunet, on a élucidé à un moment donné que dans notre mission de vie, on voulait être en mesure d'offrir un continuum d'habitation. Okay. C'est la personne qui s'était réellement attaquée à ça au niveau de l'entreprise privée. Fait que notre modèle est assez simple, en fait, c'est qu'on crée des bâtiments, puis qu'on revend ultimement à des OSBL. Okay. Parce qu'on a identifié que les OSBL en habitation, coop, ou des coops ou des fiducies, ou peu importe qu'est-ce que c'est le type de marché hors marché spéculatif, ont des problématiques à se financer. Ça, c'est le premier problème. Aussi, je trouve mon argent. Ouais. Nous, on fait comme un contrat de location-achat et on y vend 5 ans plus tard, donc il se ramasse la mise de fonds en amont. OK. Premier point. Deuxième point, c'est que ces OSBL-là, ces coops-là, ces fiducies-là n'ont pas les capacités de production de créer du logement, acheter un terrain, être rapide, combattre avec le marché privé. Parce qu'il faut être actif et à l'affût. Il faut être rapide, faire de l'argent, il faut que ce soit vrai. Nous, on a des outils, des prêteurs privés, nos fonds personnels, eux autres, il faut qu'ils... La base est prête, vous êtes prêts? On est prêts, eux autres, il faut tout le temps qu'ils passent le chapeau. Ouais. Après ça, il y a une question de professionnalisation. C'est pas leur métier. Ces gens-là, ils gèrent des gens. Ouais. Donc, nous, on a dit, on va vous faire des bâtiments. C'est important ce que tu dis. Oui. Ces gens-là gèrent des gens, c'est des professionnels à aider les gens. Pas moi. Moi, je suis un professionnel à bâtir des bâtiments. Le but dans domicile fixe, c'est quoi? C'est d'être capable de créer un continuum dans l'habitation. Fait que nous, on a ciblé 10 villes au Québec où l'itinérance était en croissance fulgurante. Sherbrooke en fait partie. Il y a déjà des organismes très bien ancrés dans leur milieu qui font un job exceptionnel de premier plan. C'est des urgentologues incroyables. Mais il existe un concept en habitation qui s'appelle le housing first. Ça veut dire qu'une personne dans la rue, tu as 3 mois avant de l'échapper. OK? Après ça, ça devient un problème. Ça devient un problème parce qu'une personne en situation d'itinérance peut tomber dans... Donc, les 3 premiers mois sont critiques. Critiques. OK. Puis aujourd'hui, moi, je possède toujours une bâtisse qui abrite un organisme qui fait de l'itinérance à Saint-Jean. Puis c'est ça qui m'a marqué dans mon imaginaire, c'est de voir ces gens-là défraîchir. C'est plate à dire. Ils rentrent là. Et d'ailleurs, je dois dire ici au micro que le visage de l'itinérance au Québec a changé. Les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, ils n'ont pas le même visage qu'il y a 10 ans. Il n'y a personne qui le planifie, hein? C'est personne n'est planifié. Tout le monde est sur le bord d'une mauvaise décision, d'une bad luck. Puis aujourd'hui, avec la crise du logement, de se retrouver sans moyen à faire soit une forme d'itinérance invisible, c'est-à-dire du couchsurfing, ou de se ramasser carrément sans logement, sans abri. Donc, le concept qu'on a mis en place, c'est de dire, on va être capable de les prendre, de les offrir un refuge, quelque chose qui n'arrive pas. Et après ça, rapidement, que le milieu les prenne en charge pour obtenir un continuum, c'est-à-dire les mettre dans un logement, les aider à se montrer, à se faire un budget, aller peut-être se retrouver, voici l'aide sociale, voici une job, voici comment ça marche, et les faire évoluer et les ressortir de là. C'est comme une espèce de touch and go à l'aéroport. On essaie de leur montrer que c'est
c'est possible de sortir de là. Et ça, c'est un besoin qui est criant. Parce que l'itinérance, c'est en forte croissance. Et aujourd'hui, je ne veux pas être alarmiste dans mes propos, mais tout le monde devrait observer cette croissance-là et être concerné par ça. Parce que l'abordabilité, on s'en crisse un peu jusqu'à temps que ça touche un frère qui se fait rénovixier, une sœur, une cousine qu'on entend, un grand-père, un oncle qui est quelqu'un voulait optimiser. Puis là, le gars se ramasse ou la fille se ramasse sans ressources. Ouais. Elle a 800$ par mois qui rentre à payer sa chambre, à payer son logement. Puis là, elle se ramasse dans la rue. Et là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais. Fait que nous, c'est à cette clientèle-là qu'on s'adresse. Puis c'est dans cette direction-là qu'on va aller. Fait qu'on veut aider les gens qui sont dans la grosse misère, finalement, à être capables d'avoir une ressource, un filet pour les sortir de là. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous en avez sorti? Nous, on a non seulement des recherches, on a non seulement des rapports, on a non seulement des ressources, mais c'est une preuve mondiale que le Housing First fonctionne. Malmo, une place dans des Pays-Bas, a éradiqué son itinérance comme ça. On a été au Pérou. J'ai été au Pérou avec ma blonde, là. Puis là, je merge mes voyages amoureux avec les visites de bidonville. Ah oui, hein? Bon, ça, c'est nouveau pour elle, là, mais... Donc, on était au Pérou, puis on a été voir un bidonville. Là-bas, il n'y en a pas d'itinérance. Ils ont d'autres problèmes, mais tout le monde a un toit, ou presque. J'arrive d'Argentine, Buenos Aires, même chose. Ben, puis c'est frappant parce que toi, tu dis, moi, je suis dans un pays capitalisé, développé. Très riche. Et dans ma ville, là, moi, je viens de Saint-Jean, là. Moi, il y avait un itinérant avant la pandémie. Il s'appelait Burger. Il faisait du yoga en plein milieu de la rue. Je reviens de la pandémie, on est 130. Et tabarnak, attends 2 minutes, là. Moi, je viens de Saint-Jean, là. On n'avait jamais vu ça, là. Tout le monde aidait Burger, là. Là, dans ma tête à moi, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Parce que, tu sais, rappelle-toi, quand tu étais petit gars, qu'est-ce que tu pensais que c'était un itinérant? Tu pensais que c'était un squeegee à Montréal. Moi, dans ma tête, un itinérant, là, c'était quelqu'un qui avait une bouteille puis il y avait des dreads, là, où il y avait une crate, là, puis là, dans ta tête, ça, c'est un itinérant. C'est plus stigmatisé. Mon père m'a dit ça, c'est un gars qui habite dehors. Il n'a pas habité là. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de l'air de ça. C'est plus ces gens-là, c'est plus toute la clientèle marginalisée. Fait que ça, c'est un signal. C'est symptomatique. Puis Sherbrooke, en étant une des villes qui a subi de façon aiguë. Parce qu'il y a un pôle d'attraction. Toutes les régions de l'Estrie vont là. Exactement. Convergent vers ce lieu-là. Donc, ça devrait lancer aux décideurs un signal d'alerte. Parce qu'en fait, en Estrie, on a eu vraiment une migration interrégionale extrêmement forte, combinée à l'augmentation de l'immigration. Puis en fait, c'est une région qui est vraiment prisée, mais on le voit aujourd'hui, là, l'abordabilité, l'accès à la propriété, c'est devenu un enjeu. Là. Il y a un avant et un après. Tout à fait. Un avant-pandémie, puis tu as beaucoup d'acteurs dans le milieu de Sherbrooke qui ont favorisé la montée des prix. Ils ont été là-bas, ils ont acheté des immeubles, ils ont mis du monde dehors, ils ont rénové les immeubles, puis c'est un cycle où que parfois, c'est nécessaire d'optimiser un immeuble insalubre. On ne peut pas laisser les gens vivre dans l'insalubrité. Par contre, on doit être capable de créer du logement qui va venir soutenir ce besoin-là. Est-ce que tu penses que les paliers de gouvernement devraient être plus interventionnistes? Du moins, les paliers de gouvernement devaient être au moins plus au courant de la situation. Je vais te donner l'exemple bien simple, OK? Parce que ça m'est arrivé hier. Ça me tente d'en parler aujourd'hui, OK? Nous, dans Domicile Fixe, on est parti en se disant... puis là, je check le timer pour être sûr que j'arrive à mon 12 minutes. Là. Genre, je vais te donner plus de temps. Oui, mais celle-là est bonne. Celle-là est bonne. Tout le monde connaît APH Select ici, le financement. Bon. Programme de financement CHL. Pour le multilogement. Fait que moi, je me suis dit, hey, tu sais quoi? On va aller en accessibilité universelle. C'est-à-dire qu'on va faire des logements accessibles pour des chaises roulantes. Mettons que tu es handicapé, là. Déjà qu'il te manque une paire de bras, une paire de jambes, OK? Tu es déjà dans la merde, OK? Là, tu cherches un logement. Imagine le layout, là. Abordable. Check l'autre layout, là. Il n'y en a pas. Moi, je me suis dit, comment faire? Je vais m'en mettre dans mon immeuble. Fait que pars avec une consultante, tout le kit, jusqu'à temps qu'on arrive à dire, pour que notre immeuble fonctionne à APH Select Accessibilité, il faut que 100% des logements soient visitables. Là, hier, j'ai pété une note. J'ai fait 100%. 100%. Premièrement, moi, je n'ai pas d'amis handicapés. Ça donne de même dans la vie. Là. Fait que chez nous, je n'ai pas de rente, tabarnak. Fait que déjà, en partant, je me suis dit, attends un petit peu. L'initiative, elle devrait être de récompenser quand tu en fais. Exactement. Comme le logement abordable. Pas quand
que tout le monde en a. Moi, si moi j'ai un ami handicapé, il m'allait le rencontrer chez eux, au magasin, mais moi, je n'ai pas nécessairement besoin que mon appartement soit impacté par ça. Le problème, c'est que l'initiative, l'outil mis en place, est déficiente. C'est tout ou rien. Ben oui, parce que moi, la décision qu'on risque de prendre, puis on ne la prendra pas, je vais en faire. Mais la décision que les gens prennent, je ne suis pas épais, là. Ils disent « Hey, fuck off. Pourquoi j'en ferais, moi, du logement pour accessible? Il faut que je prenne tout mon bâtiment puis je mette tout accessible pour avoir mes points APH Select. Fuck that. » Alors qu'on veut répondre à un besoin très niché. Ben oui, très niché. Ben oui. Ouais. C'est pareil en abordabilité. Pourquoi en abordabilité? Si j'ai 15 % de mon bâtiment qui est abordable, ou 25 % de mon bâtiment, je l'ai, mes points. Ouais. Pourtant, fait que c'est ce genre d'aberration-là que les décideurs n'ont pas assez de connaissances nécessairement pour comprendre l'impact de l'outil. Donc, ça prend de l'écoute des gens sur le terrain. Puis ça prend aussi une diffusion de l'erreur. Ouais. Puis à qui je parle, moi, demain matin, là, Jeff, là? T'as-tu un numéro, toi, pour appeler quelqu'un à mon émission de radio? Ben, j'espère que quelqu'un va l'entendre. C'est une bonne tribune, mais reste à qui qu'on parle pour dire « Hey, ton programme qui est coast to coast fonctionne pas. » Ouais. Genre... Mais écoute, Jean-François, tu as un parcours vraiment intéressant, puis je pense qu'on aurait pu en faire 2-3 autres capsules. Je pense que ça va être obligé de réaccepter mes prochaines invitations. Avec grand plaisir. C'est quoi tes projets, là, rapidement, là, sur la table en ce moment? Là, on va faire une semaine de création de logement par l'Institut à l'entour de mai-juin. Oui. On s'en va avec nos élèves à Copenhague aller voir du logement. On va être les premiers en septembre. Dans le cas de domicile fixe, on devrait cette année voir un bâtiment se lever. Puis notre flagship pour être capable de... Projet pilote, pouvoir l'implanter dans d'autres villes au Québec puis faire des petits avec ça. Comment on fait pour te rejoindre? C'est les médias sociaux. Oui. Jean-François Tremblay. Institut québécois du logement. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, Gian. Ça a été un réel plaisir. Merci. Bonne journée. Bye. C'est déjà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir l'opportunité d'échanger avec M. Guillaume Briand de Vision Action Sherbrooke, candidat à la mairie de Sherbrooke, ainsi que M. Jean-François Tremblay, fondateur de l'Institut québécois du logement. Je tiens à remercier mon ami Gilbert à la console. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez aussi réécouter l'émission Les Dessous de l'immobilier en Estrie ou encore la partager avec vos proches en allant sur le site du 1077 Estrie dans la section rattrapage ou encore via l'application Cogeco Média sous la section balado. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours m'écrire à imo@cogecomedia.com. On se retrouve samedi prochain dès 11h pour un nouveau segment des Dessous de l'immobilier en Estrie, alors que je vous laisse au bon soin de Priscilla Quirion qui vous accompagnera cet après-midi avec les classiques 80-90. Bonne fin de semaine tout le monde. Les Dessous de l'immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.